Laurence. Bonjour. Bonjour Marine. Alors on est très content à Planète Croisière de te retrouver Laurence pour cette Moi aussi. présentation des nouveaux itinéraires de Quark Expédition pour laquelle tu es Business Development Manager Europe, c'est ça, je l'ai bien dit? C'est ça. C'est un Alors, titre un peu long, mais tout simplement responsable commercial Europe. Ouais. Très bien. Tu connais toi-même très bien la compagnie puisque tu as déjà effectué plusieurs croisières, donc tu pourras nous faire Tout partager à tes fait. expériences. Et puis avant ça, on va partager, comme d'habitude, on va présenter un petit peu l'agence Planète Croisière. Donc, une agence que vous connaissez maintenant, que vous connaissez bien. Donc, pourquoi choisir Planète Croisière? Alors, je laisse la main à Marine. C'est toi, Marine, qui va nous expliquer pourquoi réserver sa croisière et choisir Planète Croisière. Très bien. Alors, tout simplement, Planète Croisière est une agence qui est spécialisée dans la croisière, 100% française et qui prend beaucoup à cœur les engagements d'aujourd'hui que sont les entreprises à taille humaine et l'éco-responsabilité. Nous avons un service personnalisé de suivi sur les dossiers et un accompagnement sur mesure qui peut prendre en compte les vols, les transferts, les hôtels et les formalités sur les tours du monde. Très bien. Les mêmes conditions de flexibilité et d'annulation que les compagnies partenaires, ainsi que des rencontres et événements exclusifs qui peuvent arriver chaque mois. Comme là, comme aujourd'hui. Exactement. J'ajoute que c'est une agence donc à taille humaine, comme tu l'as dit, qui est basée dans le nord de la France, à Roubaix, et qui est très heureuse de pouvoir faire voyager tous les clients français ou francophones à travers le monde. Pourquoi réserver votre croisière Quark Expédition avec Planète Croisière? C'est très simple. C'est qu'on va à la fois bénéficier de tous les avantages proposés par la compagnie, et on va voir avec Laurence qu'il y en a, avec notamment des activités incluses pendant les croisières d'expédition, et puis aussi bénéficier des avantages exclusifs. À chaque fois qu'on fait une visioconférence avec un partenaire, on arrive à avoir et à obtenir, et merci beaucoup, des avantages pour nos clients sur la durée de l'opération. Donc, on va voir tout de suite ce que sont ces avantages pour les croisières qu'on vous propose. Jusqu'au 6 novembre, vous allez pouvoir profiter d'une offre exceptionnelle de $150 de crédit bord offert Par personne. par personne, exactement, offert par Quark Expédition et à utiliser au bar, au spa ou à la boutique polaire qui est à bord des bateaux. Donc, c'est une offre vraiment intéressante. Et une fois que vous aurez vu la palette d'itinéraires qui sont proposés, je suis sûre que vous ne résisterez pas à réserver avec Planète Croisière votre croisière à bord d'un des bateaux de Quark. Où est-ce qu'on peut nous retrouver, Marine? Où est-ce qu'on peut retrouver l'agence? Alors, si vous souhaitez nous contacter pour une quelconque croisière, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.planetecroisière.com ainsi que nous appeler pour pouvoir placer vos réservations au 03 20 01 65 65 ou par mail avec l'adresse agence@planète-croisière.com. Et nous sommes ouverts du lundi au vendredi à 9 h jusqu'à 19 h ainsi que le samedi de 10 h à 18 h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos actualités et informations sur les offres sur les réseaux sociaux, tels que Instagram, Facebook et LinkedIn. Alors, je vous invite d'ailleurs à aller vous inscrire et nous suivre sur Facebook, puisque on a aussi 3 gourdes, magnifiques gourdes à faire gagner, des gourdes de Quark Expédition qui sont super belles. Voilà, tu nous les présentes, Laurence. Elles sont magnifiques. En métal, très belle. En métal et chaud et froid. Hein. Ça garde au chaud et ça garde au froid. Donc, on va les faire gagner ces 3 gourdes avec un petit jeu concours sur Facebook. Donc, je vous invite à aller nous suivre sur ce réseau social. Laurence, peux-tu nous présenter cette magnifique compagnie et les aventures polaires qu'elle propose? Oui, avec grand plaisir. Donc, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. On va parler Arctique, Antarctique, on va parler croisière d'expédition polaire, donc avec la compagnie Quark Expeditions. Quelques petits mots d'introduction sur Quark. Quark Expedition existe depuis 30 ans, même 31 désormais. On a démarré en 1991. On est une compagnie dont le siège est basé au Canada. Et notre spécificité, c'est qu'on est vraiment
experts à 100% des régions polaires, Arctique et Antarctique. Nous n'allons dans aucune autre partie du monde. Donc, on est vraiment des ultra spécialistes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous différencie, je dirais, d'autres compagnies. De nos jours, il y a de plus en plus de compagnies qui vont dans les régions polaires, mais c'est vraiment crucial d'avoir l'expérience de ces régions-là. On peut avoir le bateau le plus moderne, mais si on n'a pas le personnel qui va avec, l'expérience ne sera pas la même. Et ça, vraiment, chez Quark, on a un personnel qui est ultra qualifié, expérimenté. On a même notre propre école de guides polaires qui s'appelle la Quark Academy, et on forme des guides en conditions réelles dans les régions polaires. Donc, ces guides naturalistes, ils ont vraiment un rôle central. Ce sont eux qui conduisent les zodiacs lors des excursions, qui donnent toutes les explications, bien entendu, lors des excursions. Et on les retrouve aussi à bord du navire, parce que ce sont eux qui vont donner les conférences, faire les récaps journaliers. Donc, ils sont vraiment hyper présents. Ils sont toujours disponibles pour répondre aux questions des passagers. Et en moyenne, on a chez Quark un guide pour, en moyenne, 7 passagers. Donc, c'est vraiment un ratio énorme. Voilà. Donc, ça permet d'être vraiment hyper encadré, en toute sécurité, et de pouvoir faire beaucoup d'excursions. Certains sont francophones, j'imagine. Certains de ces guides sont francophones. Voilà, en fait, la langue commune à bord de nos navires, c'est l'anglais, mais on a des départs sélectionnés, et aujourd'hui, on va surtout parler de cela, sur lesquels on garantit qu'il y aura au moins 2 guides francophones sur ces départs-là. Et des francophones, ça peut être des Français, des Québécois, des Belges, c'est toute la francophonie. Qu'est-ce qu'on fait comme excursion dans une croisière polaire? Donc, nous, notre objectif, ça va vraiment être de sortir un maximum du bateau. On a des bateaux de plus en plus confortables, mais on veut vraiment en sortir un maximum. Donc, ça va se faire sous 2 formes. Ça peut être des croisières en zodiac, comme on voit ici. Donc, on va partir, c'est 10 personnes sur un zodiac avec un guide naturaliste. Quand on a des croisières francophones, on va regrouper les francophones sur les mêmes zodiacs et on va partir explorer. Ça nous permet, comme on le voit ici, d'approcher des icebergs, d'approcher un glacier, de rechercher aussi des mammifères marins. Donc, le zodiac, c'est une très, très bonne base d'exploration. Et puis, on a d'autres excursions qui se déroulent en terrestre, qui se déroulent à pied, en randonnée. Donc, dans ce cas-là, on prend le zodiac va nous débarquer à un point déterminé. Et là, on va partir explorer à pied. Que ce soit en Arctique ou en Antarctique. Je dirais que l'Arctique se prête plus à la randonnée parce que tu as des paysages qui sont moins enneigés l'été, qui sont plus de la toundra, où tu vas pouvoir vraiment faire de la randonnée. Mais en Antarctique aussi, on explore à pied, on va aller observer une colonie de manchots, par exemple. Et quand on fait des randonnées, on fait des groupes de niveau. Donc, il ne faut pas avoir peur du mot expédition. C'est accessible quel que soit votre niveau de forme physique. Je dirais que le minimum, c'est d'être mobile, de pouvoir marcher. Ça, c'est important pour pouvoir profiter à fond de nos croisières. Mais quand on fait des randonnées, il y a un groupe généralement pour les randonneurs chevronnés qui veulent aller plus loin. Il y a des groupes intermédiaires. Voilà, et puis après, il y a un groupe vraiment tranquille, plus contemplatif, on va dire. Donc, chacun peut après adapter l'expérience selon son niveau. Pour les familles aussi, Laurence, c'est possible? Les enfants peuvent embarquer à bord des croisières d'expédition? Oui, tout à fait. Donc, on accepte les enfants à partir de l'âge de 8 ans. Ils peuvent faire le même programme que les adultes au niveau du zodiaque, des excursions terrestres. Il y a seulement certaines activités qui sont limitées à partir de 16 ans, mais ce sont des activités optionnelles. On verra plus tard, notamment tout ce qui est kayak. Là, il y a des limites d'âge pour des raisons de sécurité. D'accord. Une thématique qui est commune à la quasi-totalité de nos voyages, c'est vraiment l'observation de la faune. Et c'est pour ça que je dis souvent que plus qu'une croisière, on est sur un concept qui est plus proche du safari finalement, parce qu'on va vraiment tout le temps être en recherche d'animaux.
et dans toutes nos excursions, mais aussi quand on est à bord du navire. Le navire, c'est aussi une très bonne base d'observation. On a beaucoup d'espaces d'observation en plein air depuis le navire, et on a tout le temps des guides qui sont sur le pont avec des jumelles et qui recherchent des animaux tout le temps et qui font des annonces aux passagers, notamment en Arctique, les ours polaires, on a quelqu'un qui est là quasiment jour et nuit. Quand je dis jour et nuit, parce qu'il n'y a pas de nuit, donc il fait jour 24 heures sur 24. Donc, on a tout le temps quelqu'un qui est avec les jumelles, qui cherche des ours, et dans ce cas-là, on prévient les passagers. Le côté connaissance aussi est très important. On a des programmes de conférences à bord de nos navires parce qu'on a tous ces experts, en fait, tous ces guides qui sont des biologistes marins, des ornithologues, des glaciologues, des historiens pour certains. Et donc, en fait, chaque jour, quand on revient de notre deuxième excursion, généralement, on se réunit tous dans l'amphithéâtre et on va avoir ce qu'on appelle le récap journalier. Donc, en fait, on va faire un peu le récapitulatif de tout ce qui a été vu lors des excursions et les guides vont apporter un éclairage scientifique ou historique sur ce qui a été vu dans la journée. Et puis quand on a des jours de mer où on a plus de temps de navigation, là il va y avoir des vraies conférences de 1 heure à peu près sur différents thèmes. Ça doit créer une ambiance particulière entre les passagers, même à bord, c'est-à-dire une connexion, une façon de lier connaissance qui est différente d'une croisière traditionnelle. Tout à fait. C'est vrai que, alors nous, sur nos croisières, on n'a pas le volet divertissement. On n'a pas de soirée dansante, par exemple. Bon, déjà, quand on a passé la journée à explorer, généralement le soir, on est un petit peu fatigué. Mais voilà, on a ces conférences. On a aussi le soir des conférences plus informelles qui se déroulent généralement autour du bar. Et c'est vrai qu'il y a une belle atmosphère à bord de personnes qui sont là, tous dans un esprit d'explorer ensemble, d'être connectés par ce lien avec la nature, cette envie d'apprendre aussi. Donc, ça crée une atmosphère assez chaleureuse à bord. Et puis, lors de ces récaps journaliers, on annonce aussi le programme du lendemain. On commence à annoncer le programme du lendemain parce que la particularité des croisières d'expédition, c'est qu'on n'a pas vraiment d'itinéraire prédéfini. Alors, sur certains itinéraires, oui, mais sur d'autres, on va plus avoir une zone d'exploration. Mais au final, chaque voyage sera unique. Par exemple, un voyage en Antarctique, on va vous dire du jour 2 au jour 7, on va explorer la péninsule antarctique, mais on ne peut pas savoir à l'avance où on va s'arrêter. Parce que tout dépend des conditions de glace, des conditions météo, des opportunités. Donc, chaque jour, on fait un plan A, un plan B, voire un plan C ou D. Et le chef d'expédition et le capitaine se coordonnent et s'adaptent. Et c'est là où l'expérience vraiment joue tout son rôle parce qu'ils ont cette capacité, si quelque chose n'est pas possible, de rebondir sur autre chose. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on sait que c'est le voyage d'une vie pour beaucoup de voyageurs. Donc, on veut qu'ils en profitent au maximum. D'accord. Alors, petit mot également sur notre programme Promesse polaire, qui est notre programme de développement durable. Bien entendu, chez Quark, on est tous des amoureux des régions polaires, donc on a à cœur de les préserver. Et ça passe par tout un panel d'initiatives qui peut être bien sûr des innovations technologiques sur les nouveaux navires. On va parler notamment de l'ultramarine. Les nouveaux navires incluent énormément d'innovations au niveau du traitement des déchets, au niveau des rejets de CO2, aussi d'avoir des navires extrêmement silencieux qui vont moins venir déranger les fonds marins. Donc, il y a plein de volets techniques, mais il y a aussi des volets de projets en coordination avec des associations comme une association de protection des ours polaires ou une association qui fait des observations scientifiques des manchots en Antarctique, mais également un volet humain. Et ça, c'est important en Arctique parce que l'Antarctique n'est pas habité, mais l'Arctique a des communautés indigènes, des communautés inuites. Et comme on est là depuis longtemps, on a vraiment tissé des liens avec ces communautés. On a un programme de formation
de jeunes des communautés inuites, parce que l'emploi, c'est souvent un problème dans ces communautés, pour les former au métier de guide polaire. Et ça nous permet aussi d'avoir des guides inuits sur nos navires. Et ça, c'est un vrai plus aussi pour nos passagers. Et voilà, on veut toujours plus intégrer ces communautés. J'en parlerai aussi quand je vais parler de l'Arctique canadien, parce que ça crée aussi des nouveautés intéressantes. D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter, on a compris l'esprit général de la compagnie et les spécificités de la compagnie. Est-ce que tu peux nous en dire plus, puisque ce sont des croisières particulières d'expédition, d'exploration, sur les activités qui sont incluses à bord et celles qui sont optionnelles? Oui, bien sûr. Alors, toutes les activités que j'ai mentionnées jusqu'à présent, donc c'est les croisières en zodiaque, les randonnées à terre, les conférences, tout ça, ça fait partie du tronc commun d'activités qui est inclus en fait dans le tarif de la croisière. Et ça, en fait, ça vous occupe déjà à temps plein. Donc, à temps plein, vous êtes déjà occupé par ces activités. On a aussi sur toutes nos croisières qui est inclus le fameux plongeon polaire. Je vous montrerai ma photo ensuite du plongeon polaire. Et on a… Est-ce que tu l'as fait le plongeon Je l'ai polaire? fait non pas une fois, mais 3 fois. Donc, Wow. maintenant, je suis pas blasée, tu es spécialiste du plongeon polaire maintenant. Tu es une spécialiste. Ok. Et on a, alors je vais parler un peu après de l'ultramarine, on a un de nos navires qui s'appelle l'ultramarine qui est équipé de 2 hélicoptères et ça veut dire que sur l'ultramarine, on a sur la majorité des destinations un vol en hélicoptère de 10 à 15 minutes qui est inclus. Vous êtes la seule compagnie à proposer ce type d'activité. Exactement. Donc ça, c'est déjà, comme je disais, des activités qui vous occupent à temps complet. Après, si vous voulez personnaliser votre aventure, si vous avez peut-être un profil un peu plus sportif, vous pouvez ajouter des activités optionnelles. Donc, il faut regarder sur chaque départ quelles sont les activités proposées. Tout n'est pas disponible sur chaque départ. Mais sachez que, par exemple, en Antarctique, on a des activités vraiment incroyables comme le camping en Antarctique. On fait également du kayak, on fait du stand-up paddle. Et grâce aux hélicoptères sur l'ultramarine, on peut faire aussi des activités optionnelles comme le trekking de montagne avec des pauses et retour en hélicoptère. Donc, il y a vraiment des activités incroyables. Et là, sur ces photos, c'est moi. C'est vrai, ça alors. Voilà, donc le fameux plongeon polaire, là, c'était en Arctique, si je me souviens bien. Ah, mais c'est en maillot, c'est même pas en combi, quoi. Ah oui, c'est en maillot. Enfin, c'est dans la tenue que l'on veut. Il n'y a pas de tenue fournie pour le plongeon polaire. Chacun saute dans la tenue de son choix. Mais généralement, c'est en maillot de bain. Ouais. Là, c'était en Spitzberg. Si je me rappelle bien, la température de l'eau, c'était 2 degrés. Waouh. Ça tonifie les tissus, hein, Laurence. Mais tu sais qu'après, on sent un vrai rush d'énergie. Mais finalement, le moment qui fait le plus peur, entre guillemets, c'est quand on est dans la file d'attente et qu'on voit son tour arriver. Mais le plongeon en soi-même, franchement, c'est pas du tout aussi insurmontable. Et après, on est très content de l'avoir fait. Bravo. Et en bas, c'est le camping polaire? Alors là, encore plus impressionnant pour moi, c'était le camping polaire en Antarctique. Qu'on voit en bas à droite. Donc, c'est une nuit à la Belle Étoile, parce qu'il n'y a pas de tente. C'est une nuit, on vous fournit un sac de couchage polaire. Donc là, le matériel est fourni, on vous fournit le sac de couchage. Et passer une nuit à la Belle Étoile en Antarctique, en sachant qu'il ne fait pas nuit noire. En Antarctique, c'est pas non plus le soleil de minuit, mais on a un ciel, au contraire, c'est magnifique, qui devient assez rosé, là, comme on le voit dans le fond. Et ce qui était incroyable, c'est que pendant la nuit, je pouvais voir des manchots à côté, il y avait des phoques aussi. Alors ça, c'est une activité qu'on ne fait qu'en Antarctique et pas en Arctique. Tu sais pourquoi? Pour les ours. Voilà. Nos amis les animaux. Ok. Exactement. Donc, en Antarctique, il n'y a pas d'animaux dangereux. Donc, on est tout à fait tranquille à passer une nuit hors du navire. Et puis, à gauche, c'est une photo de l'activité kayak. On a 2 possibilités pour le kayak. On a le kayak pneumatique, c'est celui qu'on voit là sur la photo. Ça, c'est une fois pendant le voyage, si on a envie de faire une sortie en kayak d'à peu près 1h30. C'est ouvert même aux gens qui n'ont jamais fait de kayak, ce qui était mon cas. Et c'est encore un autre point de vue. On est proche de l'eau. Parfois, on a vraiment des belles approches avec des mammifères marins.
Et pour les gens qui sont vraiment passionnés de kayak, il y a un programme de kayak à temps plein. Là, c'est pour les gens qui ont déjà une expérience, qui sont déjà expérimentés et qui veulent en faire quasiment tous les jours. Donc voilà, il y a deux formules. Ok. Est-ce qu'il y a évidemment, il y a du matériel à prendre avec soi, hein, une valise spécifique à faire quand on voyage. Bien Est-ce sûr. que tu peux nous en dire 2 mots comme ça? Bien sûr. Alors, il y a du matériel qui va vous être fourni. Là, on vient de voir des activités, par exemple, de kayak ou de camping. Si vous prenez une activité optionnelle comme celle-là, on vous donnera le matériel pour faire du kayak ou du camping. Mais en règle générale, on va aussi fournir à tous nos passagers une parka, celle que vous voyez sur l'image actuellement à l'écran, la parka jaune orangé Quark. D'ailleurs, pour l'anecdote, cette couleur, c'est la couleur du manchot empereur qu'on retrouve. Donc, tous les passagers reçoivent cette parka et elle est offerte, c'est-à-dire que vous pouvez la ramener chez vous au terme de la croisière. Et ce qui est sympa, c'est qu'à l'intérieur, il y a une petite doudoune noire détachable. Bon, c'est plus discret pour porter une fois de retour. Tout dépend où on habite, mais c'est vrai que c'est plus fashion, on va dire. Hein. Voilà. Et puis, on va aussi vous prêter, alors là, pour la durée de la croisière, on va vous prêter une paire de bottes étanches qui sont indispensables en fait pour les excursions. Donc, pour la parka et pour les chaussures, vous n'avez pas à vous en occuper. Après, pour le reste de l'équipement, je dirais que c'est comme pour aller au sport d'hiver. Donc, c'est pas non plus rien de très compliqué, mais c'est s'habiller en couches superposées. Généralement, on recommande 3 couches de vêtements, et aussi surtout un pantalon ou un surpantalon étanche. Ça, c'est obligatoire pour monter sur les Zodiacs. Après, il faut de bonnes chaussettes, de bons gants, protection solaire, parce que c'est comme quand on va au sport d'hiver, lunettes de soleil, jumelles, c'est bien aussi, surtout en Arctique. Mais sachez que les températures ne sont pas aussi extrêmes qu'on s'imagine souvent quand on dit Antarctique ou Arctique. Pourquoi? Parce qu'on ne va dans les régions polaires qu'en été. Printemps-été. On ne va pas dans les régions polaires en hiver. Donc, on est sur des températures qui sont entre moins 5 à plus 5 degrés. On n'est pas sur des moins 20, moins 30, moins 40. Mais on peut avoir de la pluie et de la neige malgré tout pendant les croisières? C'est assez rare. En Antarctique, il y a très peu de précipitations. C'est un continent très sec finalement. Et en Arctique, généralement, alors peut-être au début, au mois de mai, il peut y avoir un peu de chute de neige, mais c'est assez rare. Des fois, il peut y avoir un peu de bruine. Ça peut être couvert, hein, ça peut être nuageux. Ça peut être couvert, ouais. Ça peut être couvert, mais comme je disais, ça change hyper vite. Donc, tu peux avoir une journée couverte et puis le soir, après, ça va complètement se dégager, avoir un grand ciel bleu. C'est très changeant. Donc, il faut être préparé un peu à toute éventualité. Merci pour ces conseils, déjà, qui sont des conseils pratiques et très utiles. Est-ce qu'on peut en savoir plus maintenant sur les bateaux, sur la flotte? Bien sûr, oui. Vous avez parlé de l'ultramarine, donc on a hâte de le découvrir. Important. Tout à fait. Donc, on a plusieurs du coup, navires qui composent notre flotte. Certains que l'on utilise à la fois en Arctique et en Antarctique, d'autres qu'on utilise qu'en Antarctique, parce qu'en fait, on a plus de navires dans les saisons antarctiques, on en a 4, tandis que dans les saisons arctiques, on en a 2. La caractéristique commune à tous les navires, c'est qu'ils font tous moins de 200 passagers. Ils sont toujours sous les 200 passagers. Pourquoi? Déjà, ça permet d'offrir une expérience plus complète parce que moins on est nombreux, plus on peut faire de sorties. Et puis, en Antarctique, il y a des régulations qui font que les navires de moins de 200 passagers ont accès à potentiellement 200 sites de débarquement où on peut amener des passagers. Si on est en dessus de 200, ce nombre, ça chute à 14. Donc, ce n'est pas du tout la même expérience. Les mêmes itinéraires. Voilà. Donc, l'ultramarine, entre guillemets, c'est le plus grand de la flotte avec 199 passagers. On l'utilise à la fois en Arctique et en Antarctique. Il est tout neuf. Je pense que ça se voit sur l'image. Il a été... Et voilà, on voit les 2 hélicos dont on parlait. Donc, c'est un navire qui a à peu près tout juste 1 an. On a fait sa croisière inaugurale, c'était en décembre 2021. Donc, il est vraiment tout neuf. Là, on l'a utilisé tout l'été en Arctique. J'ai eu la chance de naviguer dessus au mois de mai au Spitzberg. Et c'est vraiment un très, très beau navire.
c'est le premier navire en fait que l'on construit nous-mêmes. Donc jusqu'à présent, on a frété des navires et là, on a construit notre navire et vraiment, on a mis dedans nos 30 ans d'expérience. Au niveau des cabines, elles sont très spacieuses, notamment pour un navire d'expédition. Ici, on a 9 catégories de cabines et la première catégorie de cabine double, elle mesure un peu plus de 26 mètres carrés. Donc, ce sont des cabines intérieures à balcon suite ou uniquement extérieures? Elles sont uniquement extérieures. Il n'y a pas de cabine intérieure. Il y a une catégorie, la première catégorie de double, qui a une fenêtre. Et après, toutes les catégories suivantes ont des balcons. Donc, elles sont toutes très ouvertes sur l'extérieur. Et 26 mètres carrés, c'est conséquent parce que sur les autres bateaux, on peut avoir des cabines autour de 14-16 mètres carrés. Hein. Oui, on verra, on a des navires de génération antérieure, effectivement, ou sur les navires d'expédition, on était plus sur 13 mètres carrés souvent. Donc là, on voit qu'on est vraiment passé sur une nouvelle génération de navires d'expédition où on a vraiment d'espace. En plus, les cabines, encore une fois, pour les avoir testées, elles ont beaucoup d'espace de rangement aussi. Donc, on peut vraiment ranger sa valise, ranger toutes ses affaires et avoir beaucoup d'espace intérieur. Mettre à sécher ses chaussettes, c'est dur à dire. On peut. Exactement. En plus, dans les salles de bain, il y a des sols chauffants. Ça, c'est hyper agréable en fait, ça, c'est bien. Quand tu reviens de l'extérieur. Au niveau de la restauration, donc on sert une cuisine qui est une cuisine internationale, vraiment raffinée, cuisinée par des chefs à bord avec des produits frais. On a deux restaurants à bord de l'Ultramarine. Pour le moment, cette saison antarctique, on n'en aura que un en activité qui est le principal qu'on voit ici, parce qu'il y a encore des petits protocoles Covid qui fait qu'on se sert du restaurant secondaire pour faire dîner nos guides. Mais à l'avenir, il est prévu que les 2 restaurants soient disponibles pour les passagers. En tout cas, le restaurant principal, moi, j'ai eu l'occasion de le tester cet été. Il est vraiment très beau parce qu'il est complètement, tu vois, connecté sur l'extérieur. Il y a des fenêtres partout. Et ça veut dire que, tu sais, souvent, tu es en croisière d'expédition, tu es en train de déjeuner ou de dîner, tout d'un coup, il y a une baleine. Hop, tu veux voir ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, tu ne perds rien. Voilà, tu es tout le temps connecté avec l'extérieur. Là, on voit une grande table, mais en fait, il y a plusieurs sections dans le restaurant. Il y a aussi des tables de 2, des tables de 4, donc il y a plein de possibilités. De combinaisons possibles. Est-ce qu'il y a des horaires de service, Laurence, pour dîner ou déjeuner au restaurant? En fait, tout le monde mange en même temps. Donc, il y a un service de déjeuner, un service de dîner. Le restaurant peut accueillir tout le monde en même temps. Il y a suffisamment de place. Généralement, il n'y a qu'un service parce que ça marche avec les excursions, en fait. Donc, il faut que tout le monde ait à peu près mangé au même moment pour être prêt à repartir en excursion. Au niveau de la restauration, le petit déjeuner et le déjeuner sont sous forme de buffet. Et le dîner est à la carte avec une sélection d'entrées, plats, desserts. Au niveau des boissons, tout ce qui est boissons non alcoolisées, boissons chaudes sont incluses et sont disponibles tout au long de la journée. Et le soir au dîner, on a une section de vin et de bière qui est inclus. D'accord, ça c'est important à préciser parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas sur les croisières d'expédition. Donc, les boissons non alcoolisées sont incluses et pour le dîner du soir, une sélection de vin et de bière. Ça, c'est important aussi. Ça participe à la joie de la croisière. Oui, tout à fait. Alors, on n'inclut pas d'alcool le midi. C'est un peu par choix parce qu'on va repartir sur des excursions en Zodiac, etc. On préfère pas trop pousser à la consommation d'alcool le midi. Mais le soir, par contre, c'est inclus lors du le soir, on incite bien à la consommation. Voilà, le soir, avant d'aller se coucher, on peut profiter. Il y a un très bel espace bien-être aussi à bord de l'Ultramarine. Donc, il y a une salle de fitness et un sauna qui est disponible en accès libre pour tous les passagers. Et le sauna, il a 2 grandes fenêtres panoramiques. Donc là aussi, c'est hyper agréable profiter de la chaleur et de voir les paysages polaires qui défilent à l'extérieur. Donc ça, c'était vraiment une de mes activités favorites à bord. Et puis, après, il y a aussi un spa. Donc le spa, par contre, c'est en supplément. On peut réserver à bord des massages, des soins dans le spa. Et ça, c'est l'espace repos, relaxation, où on peut, après le sauna ou après un soin, se relaxer.
Et on peut utiliser le crédit bord qui est offert, les $150 par personne, pour profiter d'un massage ou d'un soin au spa, par exemple. Exactement, c'est une idée. Et puis, donc, on a ensuite toute la partie exploration. Donc, en fait, on a, là, on voit les hélicoptères, mais on a aussi 20 Zodiac à bord de l'ultramarine. Donc, comme je disais, un Zodiac, c'est 10 personnes. L'ultramarine, on a 199, on va dire 200 passagers. Ça veut dire qu'on a assez de Zodiac pour que tout le monde puisse sortir en excursion simultanément. Et ça, il n'y a vraiment pas beaucoup de navires qui ont cette capacité. Et aussi, comme je t'ai dit, comme on a un guide pour 7 passagers, ça veut dire que vraiment, on a à la fois le matériel et le personnel pour mener des excursions de façon très rapide et avec tout le monde en même temps. Simultanément, super. Et puis, donc, les 2 hélicoptères bimoteurs qui sont embarqués. Donc, toutes les croisières de l'ultramarine en Antarctique, en Patagonie, parce qu'on va aussi en Patagonie, au Groenland et dans l'Arctique canadien, inclut un survol en hélicoptère de 10 à 15 minutes pour tous les passagers. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, unique, parce que généralement, quand il y a des activités hélicoptères, elles ne sont pas incluses. Donc là, c'est inclus. La seule, je le précise, destination où nous n'utilisons pas les hélicoptères, c'est le Spitzberg. Et la raison, c'est tout simplement parce que c'est interdit. Donc, le gouvernement du Spitzberg n'autorise pas. Par rapport aux ours, toujours, j'imagine, et au respect aussi de l'environnement. Alors, pas forcément, parce que, tu vois, on les utilise dans l'Arctique canadien alors qu'il y a des ours dans l'Arctique canadien, mais c'est une décision de réglementation. C'est le gouverneur du Spitzberg qui n'autorise pas les vols, en tout cas les vols touristiques, en hélicoptère. Donc, bien sûr, on respecte les législations locales, donc voilà. Ok. Ensuite, je passe à un autre navire qui est le World Explorer, que je mettrais dans la même catégorie que l'ultramarine, c'est-à-dire des navires nouvelle génération qui sont, on va voir aussi les cabines spacieuses. C'est un navire qui date de 2019, donc est tout récent. On avait fait une saison pré-Covid en Antarctique sur ce navire en 2019 et là, on le retrouve de nouveau pour cet hiver. Il fait 172 passagers. On l'utilise, nous, uniquement en Antarctique. Et ici aussi, de très belles cabines qui sont grandes, qui démarrent aussi à 25 mètres carrés. Elles ont toutes un balcon ou un balcon à la française, mais elles ont toutes une ouverture sur l'extérieur. Et elles sont vraiment aussi très, très confortables. Au niveau des espaces communs, bien sûr, on a un restaurant, on a un salon d'observation panoramique à 360 degrés, on a un bel amphithéâtre pour les conférences. Et puis, là aussi, on a un espace bien-être, on a un spa L'Occitane à bord, on a un fitness, il y a un hammam également. Et puis, ici, on a une piscine extérieure chauffée sur le pont supérieur. Donc, un navire au niveau confort que je placerais dans la même catégorie qu'un ultramarine, mais sans les hélicoptères. Donc, voilà, on a la piscine, on n'a pas les hélicos. Voilà, on peut pas tout avoir. C'est l'un ou l'autre. Et puis, un troisième navire que je mentionne aussi parce qu'on a aussi des départs francophones dessus. Alors là, d'une catégorie, on va dire que le World Explorer, l'ultramarine, je les mettrai en catégorie 5 étoiles. L'Ocean Diamond, on va dire que c'est plus un 3 étoiles supérieur. C'est un navire d'une génération précédente, mais qui a été rénové, mais qui a aussi forcément des tarifs aussi inférieurs. Donc, après, ça dépend de ce qu'on recherche en termes de cabine. Mais si on veut aller en Antarctique, peut-être qu'on n'a pas le budget pour un World Explorer ou Ultramarine. Il y a l'Ocean Diamond qui fait 189 passagers. Et pour un navire de cette époque-là, franchement, les cabines sont quand même assez spacieuses. Pas autant que sur les 2 précédents, mais elles ont quand même des belles superficies. Il y a quelques cabines qui ont des balcons, et sinon les autres ont des fenêtres. Il n'y a pas de cabine intérieure là non plus. Et une spécificité de l'Ocean Diamond, c'est qu'il a pas mal de cabines single. Et ça, c'est assez rare. Donc, si vous voyagez seul, que vous voulez être en cabine solo et que vous cherchez un prix intéressant, généralement, l'Ocean Diamond, ça peut être une bonne piste. Donc, je le signale. Tout à fait. Et puis, c'est un navire qui a beaucoup d'espace. Tout est grand, les espaces communs sont grands. Donc, pour 189 passagers, vraiment, vous ne serez pas à l'étroit. Il y a de la place partout.
Alors, lui, il voyage uniquement en Antarctique. Ça tombe bien Voilà. puisque tu vas nous présenter Voilà. de façon magnifique les itinéraires. En tout cas, ce n'est pas tous les itinéraires, Laurence. Hein, c'est une une sélection d'itinéraires qu'on a jugé intéressant de vous proposer, de vous présenter. Donc, je te laisse le faire. Donc, merci. La saison antarctique, donc, elle se déroule de novembre à mars. Donc, comme j'ai dit, on va dans les régions polaires uniquement en été, enfin printemps-été. Donc, on est dans l'hémisphère sud, les saisons sont inversées, donc l'été austral se déroule de novembre à mars. Donc là, on va débuter notre saison, notre premier départ est le 31 octobre, donc c'est vraiment tout proche. Mais sachez qu'il reste de la disponibilité pour cet hiver. De toute façon, on voit de plus en plus de réservations de dernière minute, donc c'est encore possible de partir pour cet hiver en Antarctique. Mais sinon, on est déjà ouvert également sur l'hiver suivant, 2023-2024. Donc, comment on va en Antarctique? En fait, on part depuis la Patagonie. Pour explorer en fait la péninsule antarctique. La péninsule antarctique, c'est cette pointe qu'on voit ici. En fait, l'Antarctique, c'est immense, hein, c'est un continent. Donc, la partie qu'on explore, c'est cette petite pointe ici, qui fait face à la pointe de l'Amérique latine. Donc, on embarque généralement à Ushuaia. On va traverser le fameux passage de Drake. Le passage de Drake, c'est le bras de mer qui sépare la Patagonie de l'Antarctique. C'est là où se croisent aussi l'océan Pacifique et Atlantique. Donc, ça peut être une mer qui peut être assez agitée. Voilà. Ça fait partie aussi de l'expérience d'une croisière en Antarctique, de traverser le passage de Drake. Alors, il n'est pas toujours aussi agité. Des fois, il est très calme. C'est vraiment la loterie. Mais de toute façon, les nouveaux navires ont des stabilisateurs qui sont toujours plus performants. Donc, on est aussi, c'est beaucoup plus stable que par le passé. Et puis, c'est des navires qui sont aussi plus rapides. Donc, on passe moins de temps qu'avant dans le Drake. Et ensuite, on va explorer la péninsule antarctique. Alors, sur des durées plus ou moins longues, parfois pour pousser jusqu'au cercle polaire antarctique. Et puis, on va pouvoir aussi combiner l'Antarctique avec d'autres destinations. Et on va parler notamment tout à l'heure de la Géorgie du Sud, qui est ici, qui est un archipel d'îles qui appartient au Royaume-Uni. Et on verra que c'est vraiment une destination surprenante. Alors, sur la péninsule antarctique, qu'est-ce qu'on voit? C'est vraiment un autre monde, un monde à part, un monde de glace. Et là, ici, on a l'itinéraire, je dirais vraiment classique et que choisissent un grand nombre de passagers parce que c'est vraiment un beau voyage complet sur la péninsule antarctique pour une durée relativement courte parce que de toute façon, un voyage en Antarctique, c'est généralement un voyage assez long puisqu'il faut déjà se rendre jusqu'à Ushuaia. Mais donc là, on est sur un programme de 11 jours. Donc, c'est un voyage qui démarre à Ushuaia. Le premier jour, c'est une nuit d'hôtel à Ushuaia. On va embarquer le second jour et on va traverser le Drake. Puis, on va explorer la péninsule antarctique et puis on va revenir également à Ushuaia. On a beaucoup de dates de départ, mais ici, on vous a sélectionné 3 dates qui sont avec donc le fameux programme francophone. Il y a une date qui est très proche, mais sur laquelle il reste de la disponibilité le 19 novembre. Et puis après, il y a 2 dates en début 2023 qui peuvent être intéressantes aussi, 26 février, 7 mars, sur différents navires. Donc, sur cet itinéraire, on va pouvoir mettre le pied sur le continent antarctique. Et ça, c'est une motivation pour beaucoup de voyageurs qui veulent se dire j'ai été sur tous les continents et souvent l'Antarctique c'est celui qui manque à la liste, donc c'est vraiment un moment iconique et magique pour beaucoup. On va pouvoir explorer des paysages vraiment incroyables. Ça c'est le chenal Lemaire, c'est un des plus beaux moments généralement sur la péninsule antarctique. Et vous voyez que la péninsule antarctique c'est assez montagneux parce que souvent quand on pense à l'Antarctique on a l'impression que c'est plat et que c'est que du blanc comme ça. Mais en fait, il y a beaucoup de relief, il y a des chaînes de montagnes incroyables. Donc, c'est vraiment, on va en prendre plein la vue sur ce voyage. Des icebergs vraiment grandioses, gigantesques. Et là aussi, ce que je veux dire, c'est que l'Antarctique, ce n'est pas tout blanc comme on peut le penser. C'est vraiment une mosaïque de couleurs parce que tous les jours, les couleurs changent sur les icebergs en fonction des reflets de la lumière. Et on va avoir du bleu,
des nuances de bleu. Rien qu'ici, on a plein de nuances de bleu différentes. Des fois, c'est vert, des fois, c'est gris. Donc, c'est vraiment un spectacle qui change à tout moment la couleur de la glace. Et vous voyez la taille du zodiaque ici par rapport à ces montagnes de glace. Et puis, bien entendu, la star ici de l'Antarctique, ce sont les manchots. Donc, on va pouvoir… alors, il n'y a pas d'ours polaire, je rappelle quand même, en Antarctique, mais il y a des colonies de manchots. Et vous remarquez, je dis manchots et pas pingouins, parce qu'il n'y a pas de pingouins. Voilà. Il n'y a pas d'ours, il n'y a pas de pingouins. Il n'y a pas de pingouins. Ça, c'est une erreur qu'on fait beaucoup, qu'on fait tous, parce qu'en fait, ça vient de l'anglais. En anglais, on dit penguin, mais la traduction de penguin, ce n'est pas pingouin, c'est manchot. Donc, le manchot… Selon ce que tu m'en avais parlé une autre fois, selon le moment où on se rend en Antarctique, il va y avoir des périodes différentes par rapport au bébé pingouin, par exemple, au bébé manchot, pardon. T'as vu, j'ai fait la boulette exprès. Oui, donc, effectivement, en fait, la période dans laquelle on se rend, nous, en Antarctique, donc entre novembre et mars, c'est la période de reproduction des manchots. Donc déjà, c'est bien parce que c'est le moment où ils vivent en grande colonie. Donc, ça va être facile de les voir. On va les voir en grand nombre. Et quand on va, alors au début, en novembre, décembre, ils sont généralement en train de construire leur nid. Donc, c'est des nids qu'ils construisent avec des petits cailloux. Donc, on peut les observer en train de construire ces nids. Les bébés manchots, généralement, vont naître à partir du mois de janvier. Et puis, on va les voir grandir. Si on vient plus en fin de saison, en février, mars, ils vont commencer à être un peu plus indépendants. On va les voir se promener un petit peu partout. Donc, c'est vraiment une bonne période pour voir les manchots. Et l'espèce de manchot qu'on voit le plus sur la péninsule, c'est celui qu'on voit à l'image, qui est le manchot papou, qui a ce bec rouge. Et eux, ils sont très nombreux et c'est des animaux très curieux, donc ils sont peu farouches et ils n'hésitent pas à s'approcher de nous. Nous, on doit maintenir une distance avec eux, mais on peut les laisser s'approcher de nous et souvent, ils le font. Donc, c'est un animal qui est très rigolo à observer. Mais il n'y a pas que des manchots, il y a aussi bien sûr des baleines en Antarctique. Ça fait partie des routes de migration des baleines. Donc, elles sont particulièrement présentes de janvier à mars en Antarctique. Et on a vu une photo en tout début où il y avait des orques. Et les orques aussi en Antarctique, c'est vraiment un animal qui est souvent très attendu par les voyageurs. Parfois, on peut se retrouver à observer un groupe d'orques qui prend en chasse des phoques, par exemple. C'est vraiment assez impressionnant. Ouais, donc il y a aussi plusieurs espèces de phoques en Antarctique. Il y a aussi des oiseaux. Et voilà, le nombre d'espèces animales est assez réduit en Antarctique parce qu'il n'y a pas de mammifères terrestres. Il n'y a que des animaux marins ou des oiseaux. Mais par contre, ils sont assez nombreux et ils sont faciles à observer. Donc, voilà un petit peu la péninsule antarctique. Maintenant, une destination dont je voulais parler aussi aujourd'hui, c'est la Géorgie du Sud. On l'a vu tout à l'heure sur la carte. La Géorgie du Sud, c'est ce qu'on appelle une île subantarctique. Donc, c'est en dessus de l'Antarctique. Et on peut l'intégrer à un voyage plus long, qui est celui-ci, donc qui s'appelle Géorgie du Sud et péninsule antarctique, qui est un voyage de 16 jours. Donc, c'est plus long. Bien sûr, c'est un budget un peu plus conséquent, mais vraiment, je le conseille. Moi, si j'ai l'occasion de retourner en Antarctique, c'est l'itinéraire que je voudrais faire. Donc, on part d'Ushuaïa. Là, on va aller tout droit. On va aller directement vers la Géorgie du Sud. On va rester plusieurs jours. Et ensuite, on va explorer l'Antarctique. Et puis, on va revenir à Ushuaïa. Il y a 2 départs francophones. Il y a d'autres départs anglophones, mais il y a 2 départs francophones. Un le 5 novembre. Et celui-ci, en ce moment, on a une offre à moins 50%. Donc vraiment, si c'est votre rêve, je vous recommande de regarder ce départ. Et il y en a un autre le 28 février 2023 sur l'ultramarine. Qu'est-ce qu'on va voir en Géorgie du Sud? On va voir des colonies absolument incroyables de manchots royaux. Vous voyez ici le nombre. Ceux qu'on voit en marron, ce sont les jeunes. Alors, ils ressemblent à l'animal, le kiwi, en fait, les petits. Et après, ils perdent cette fourrure et ils deviennent un beau manchot royal, comme on voit ici. Donc, c'est un manchot qui est déjà beaucoup plus grand que ceux qu'on voit sur la péninsule antarctique, qui est vraiment impressionnant. Et surtout, c'est le nombre qui est incroyable sur ces plages. Il y a du vert aussi, Laurence. Il y a du vert, là.
Oui, Ça, c'est alors bien. tu vois qu'on n'est plus en Antarctique, on Exact. est sur les îles subantarctiques, donc là, c'est des paysages différents, il y a de la végétation. C'est un autre climat. Et il y a également des éléphants de mer en Antarctique, en Géorgie du Sud, qui sont des animaux vraiment impressionnants aussi. Et il y a aussi beaucoup, pour les passionnés d'histoire et de grands explorateurs, c'est aussi un lieu vraiment emblématique parce qu'il y a toute une histoire liée à d'explorateurs Shackleton. Les fans de l'Antarctique connaîtront ce nom. Et il est enterré, Shackleton, en Géorgie du Sud. Donc, on fait toujours un arrêt sur sa tombe. Et vraiment, je vous recommande de regarder l'histoire de Shackleton parce qu'elle est vraiment incroyable. Ok. Et puis, on a parlé de différentes espèces de manchots, mais jusqu'à présent, je n'ai pas parlé de manchot empereur. Et je sais que la question du manchot empereur revient souvent. Et souvent, on me demande quand est-ce que Quark va nous emmener voir des manchots empereurs. Eh bien, ça y est, c'est chose faite. Ça y est, Quark nous amène. Voilà, donc en fait, l'expédition Manchot Empereur, c'est quelque chose qu'on a fait par le passé. On a été la première compagnie d'ailleurs à emmener des voyageurs sur le site de Snow Hill Island, mais ce n'est pas quelque chose qu'on propose chaque année parce que c'est une logistique très importante et ce voyage revient enfin pour 2 départs exceptionnels en novembre 2023. Donc là, il y a un petit peu de temps, c'est dans un peu plus d'1 an. Ce sont des voyages anglophones, mais je le signale quand même parce que par le caractère assez unique de ce voyage. Ce sera sur l'ultramarine. C'est un voyage donc de 2 semaines qui part du Choya et on va aller de l'autre côté de la péninsule. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était du côté ouest. Pour voir des manchots empereurs, il faut aller de l'autre côté. Il faut aller du côté est, dans ce qu'on appelle la mer de Weddell. Ici, alors ça paraît pas loin, hein, ça paraît, on se dit c'est pas très loin, mais en fait c'est surtout que l'accès est beaucoup plus difficile parce qu'il y a beaucoup plus de glace du côté est. Et là, il y a une île qui s'appelle donc Snow Hill Island où on a la 2e plus grande colonie au monde de manchots empereurs. C'est-à-dire que ce n'est pas quelques manchots empereurs qui se baladent, c'est vraiment des colonies comme on voit dans le film La Marche de l'Empereur. Et quand on va au mois de novembre, c'est le moment où ils ont leurs petits. Donc on va voir tous ces fameux, tout ce système qu'ont les manchots empereurs pour nourrir leurs petits. Ils ont aussi des systèmes de crèches, c'est incroyable. En fait, ils ont comme nous, ils ont des crèches où ils peuvent laisser leurs petits à un adulte qui surveille un groupe de petits. Et alors, le bébé manchot empereur, je crois que c'est l'animal le plus mignon que j'ai jamais vu. Je crois aussi, c'est ton opinion. On dirait vraiment une petite peluche. Alors, c'est un voyage qui se déroule sur l'ultramarine. C'est toute une, quand je disais, c'est toute une logistique parce qu'en fait, cette colonie, elle n'est accessible que par hélicoptère. Donc, pour se rendre à la colonie, il y a un vol qui prend 20 à 30 minutes en hélicoptère. Ensuite, il faut marcher pendant 40 minutes. Et là, les passagers vont pouvoir passer 4 heures au sein de cette colonie et vraiment s'approcher de très près des manchots empereurs. Il est prévu que chaque passager ait l'occasion d'aller une fois sur la colonie. Et bien entendu, les gens, ils ne vont pas sur la colonie, ils ont d'autres activités. Il y aura notamment sur ce voyage des activités de sciences participatives où ils pourront travailler aussi avec des scientifiques. Et on aura un nombre de passagers réduit sur ce voyage. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 199 passagers, on sera sur 150 et on aura un guide pour 4 personnes. Donc, ça va être un voyage vraiment assez unique. Exceptionnel. Voilà. Vous êtes les seuls à proposer cet itinéraire en 2023. Attention, hein, on parle de novembre et décembre 2023. Alors, il y a peut-être d'autres compagnies qui proposent des croisières mais en tout cas, avec autant de jours où on est stationné à côté de la colonie, on est les seuls. Ouais. D'accord. Magnifique. Donc après l'Antarctique, tu nous fais, on a vu le pôle Sud, tu nous amènes au pôle Nord maintenant? Voilà, on va monter et on va aller en Arctique. Donc l'Arctique, on est sur une saison donc, qui va de mai à septembre. Là, la saison vient de s'achever. On a fait une très belle saison en Arctique. On était content de pouvoir enfin renaviguer parce que c'était la première saison que l'on réopérait. Et vraiment, ça a été un grand succès. Et c'était la première fois qu'on a fait une saison comme ça entière avec l'ultramarine. Donc, on est très content. Et on va reprendre donc l'été prochain
en 2023 avec le Spitzberg, le Groenland, l'Arctique canadien. Alors malheureusement, ce qui est à l'est de cette carte ici, comme tu peux t'en douter, on ne fait plus actuellement parce que c'était des départs depuis la Russie. Donc, tout ça, c'est mis en stand-by. Mais on se concentre sur ces 3 destinations-là où il y a déjà énormément d'itinéraires possibles. Aujourd'hui, je vais parler plus particulièrement du Spitzberg et de l'Arctique canadien parce que c'est là où on a nos itinéraires francophones. Mais sachez qu'on va aussi au Groenland sur des voyages anglophones. Donc, le Spitzberg, peut-être pour nous, depuis la France, la destination arctique la plus accessible parce que la plus proche et qui est vraiment une très, très belle destination. Donc, j'ai eu l'occasion d'y retourner là en mai sur l'ultramarine. On va proposer notamment cet itinéraire, qui est un itinéraire de 10 jours, qui est donc une exploration du Spitzberg à bord de l'ultramarine. Il y a 2 départs francophones, un le 30 mai, un le 17 juin. Le point de rendez-vous, c'est Helsinki, en fait, où on se rencontre. Il y a une nuit d'hôtel à Helsinki et après, on prend tous ensemble un vol affrété, charter, à destination de Longyearbyen, qui est la capitale du Spitzberg. Et là, à Longyearbyen, on va embarquer à bord de l'ultramarine. Alors, l'itinéraire que vous voyez dessiné ici, il est purement à titre indicatif parce que c'est le même concept qu'en Antarctique. Au final, on va faire un voyage qui sera unique. On va s'adapter aux opportunités de glace. Parfois, on peut aller du côté est de l'archipel. Parfois, on ne peut pas parce qu'ici, il y a trop de glace. Donc, ça, c'est le capitaine et le chef d'expédition qui créeront, le moment venu, l'itinéraire le plus adapté. Mais on sera en recherche constante, bien entendu, de l'ours polaire, qui est l'attraction numéro 1, la star ici. Sur cet archipel du Spitzberg, il y a une population d'environ 3000 ours polaires. Pour comparaison, dans la petite ville de Longyearbyen, il y a à peu près 2000 habitants. Donc, il y a plus d'ours que d'humains sur cet archipel. C'est un archipel qui appartient à la Norvège, mais qui est bien plus au nord, qui est à 10 degrés seulement du pôle Nord. Donc, l'ours polaire, ça va être notre thème numéro 1, mais il y a plein d'autres animaux. C'est vraiment très riche en faune. Il y a notamment des morses, qui est aussi un animal très impressionnant et emblématique de l'Arctique. On va aussi retrouver le renard polaire, des rennes, beaucoup d'espèces d'oiseaux marins, notamment le macareux qu'on voit ici. Il y a des baleines également, des phoques. Donc, c'est vraiment une destination faune avant tout. Et après, on a aussi des très belles opportunités de randonnée. À partir du mois de juin, on est déjà sur des paysages plus de toundra. Au mois de mai, c'est souvent encore assez enneigé, mais après, ça devient de la toundra. On a des montagnes, on a des falaises comme ça à pic, où il y a des milliers et des milliers d'oiseaux qui nichent. On a des glaciers, bien évidemment aussi. On a des fjords, donc c'est aussi vraiment des belles opportunités juste d'être complètement déconnecté dans la nature et d'avoir toute cette faune à observer. Donc, le Spitzberg, c'est proche de l'Europe et c'est un voyage déjà qui vous permet de vous immerser complètement dans l'Arctique et dans le polaire. Pour rappel, c'est quoi les températures moyennes à peu près sur du mai-septembre comme ça en Arctique? Alors, le mois de mai au Spitzberg, quand tu vas tout début mai, je sais que cette année, le premier voyage qui est parti le 3 mai, il faisait exceptionnellement froid. C'était assez rare. Il faisait moins 15, moins 10. Mais alors après, ça s'est vite réchauffé en fait. Et dès la mi-mai, on était déjà plus sur du 5 à peu près, quoi. Moi, j'y suis allée, c'était mi-mai quand j'y suis allée et il faisait à peu près 2-3 degrés tous les jours. D'accord, ok. Et quand j'y suis allée Comment ? Pardon. Vas-y, je t'en prie. Voilà. Et une autre fois, j'étais allée en juillet au Spitzberg et là, on était plus dans les 10 degrés quasiment. Donc, voilà, à peu près les moyennes.
Une autre destination sur laquelle on a des départs francophones et que je voulais mentionner parce qu'elle est moins connue que le Spitzberg, mais elle est aussi très intéressante, c'est l'Arctique canadien. Alors, on connaît tous le Canada, mais pas forcément sa partie arctique. Et ce qui est marrant, c'est que nous, on est une compagnie canadienne, Quark, et mes collègues canadiens me disent, nous-mêmes, on ne connaît pas la partie arctique du Canada. Donc, ce qu'on appelle l'Arctique canadien, c'est aussi ce qu'on appelle en langue inuite le territoire du Nunavut. Le Nunavut, c'est vraiment l'extrême nord du Canada et on est très loin en fait de Toronto. On est vraiment très très haut dans le cercle polaire. Alors on a plusieurs itinéraires. Au-delà du cercle polaire arctique, quoi qu'il en soit, Laurence. On est au-dessus. Ah oui, là on est bien au-dessus. Oui, oui. D'accord. De toute façon, la plupart de nos voyages sont en dessus du cercle polaire arctique. Il n'y a que certains voyages dans le sud du Groenland qui sont en dessous, mais généralement, que ce soit au Spitzberg ou dans l'Arctique canadien, on est bien en dessus du cercle polaire. D'accord. Il y a plusieurs itinéraires. Je voulais parler aujourd'hui de celui-là, il y en a d'autres. Je voulais parler de celui-là parce qu'il est vraiment, je dirais, hors des sentiers battus. Si vous voulez aller explorer des lieux où peut-être très peu de gens ont mis le pied auparavant, et il y a beaucoup moins de gens, par exemple, qui vont ici qu'en Antarctique. Donc, on va être dans cette zone, en fait, qui est ce qu'on appelle le passage du Nord-Ouest. Le passage du Nord-Ouest, c'est une route de navigation que les explorateurs ont cherché pendant des siècles parce que ça permettait de rejoindre l'Atlantique et le Pacifique, mais par le nord, c'est-à-dire sans passer par le Cap Horn, donc beaucoup plus rapide, mais sauf qu'il fallait la trouver, cette route. Et c'est pas du tout évident parce que comme tu peux le voir ici sur la carte, en fait, c'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe de canaux qui sont bien entendu complètement gelés en hiver. Et donc, il y a beaucoup de navires d'explorateurs qui se sont retrouvés prisonniers des glaces, certains qui sont morts, comme l'exploration Franklin. Donc, il y a tout un héritage historique des grands explorateurs dans cette zone-là, déjà. Et puis, tu as des territoires, donc on va explorer cette zone qui s'appelle le détroit de Lancaster. Tu as Beechy Island, justement, où il y a les tombes des explorateurs de Franklin. Il y a Devon Island, l'île Devon, qui est la plus grande île inhabitée sur la planète, et la NASA l'utilise même pour faire des préparations à la vie sur Mars, parce que c'est un des territoires qui ressemble le plus à Mars sur Terre. Et après, tu as des îles encore hyper éloignées comme Ellesmere ou Axel Heiberg, où là, vraiment, on est en dehors de toute civilisation. Et tout ça, c'est une très bonne zone pour voir des ours polaires également. D'accord. Donc, c'est un voyage qui se déroule plus tard dans la saison, du 19 au 30 août, parce que de toute façon, avant, il y a trop de glace, on ne peut pas aller là-haut vraiment avant. Donc, il y aura un accompagnement francophone qui est à bord de l'ultramarine. Ça veut dire que ça inclut aussi ici un vol en hélicoptère, parce que ici, c'est autorisé. D'accord. Donc, ici, on a aussi vraiment une faune importante. On a des ours polaires, on a des baleines. Dans l'Arctique canadien, on a aussi des belugas, des baleines blanches. Beaucoup plus rare, c'est pour ça que je ne mets même pas la photo, mais c'est une zone où il y a aussi des narvals, la licorne des mers. Alors, je préfère jamais donner trop d'espérance de voir des narvals parce que c'est un animal qui est très rare à voir, mais juste pour que tu saches, il y a quelques semaines, on avait une croisière dans l'Arctique canadien et ils ont vu 100 narvals. C'est exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Bon, alors je peux pas en aucun cas garantir la présence de narvals, mais c'est une zone dans laquelle on peut voir des narvals. Il y a aussi le bœuf musqué qui vit dans cette zone. Il y a des morses aussi. Et tout en haut, là, vers l'île d'Ellesmere, il y a aussi des meutes de loups arctiques. Incroyable. Donc, beaucoup de faune. Il y a aussi des paysages vraiment à couper le souffle. Ça, c'est l'île du prince Léopold, où on a ces falaises-là complètement à pic. On a des endroits pour faire de la randonnée, je disais, des paysages qui ressemblent à Mars, c'est le cas parfois, où on peut être dans des paysages complètement vierges, complètement déconnectés de toute civilisation, où on va faire une randonnée seul au monde. On a aussi, et ça c'est une différence avec le Spitzberg, c'est qu'ici, dans l'Arctique canadien, on a des communautés locales.
parce qu'au Spitzberg, il y a des gens qui habitent au Spitzberg, mais ce ne sont pas des peuples indigènes. Ce sont des gens qui sont venus principalement de Norvège, de Russie, pour faire de l'exploitation minière à la base. Mais au Canada, comme au Groenland, il y a des communautés inuites. Donc, il y a vraiment un aspect culturel sur ce voyage où on va aller rencontrer des communautés, des villageois, apprendre sur leurs traditions, sur leur histoire. Et ça apporte encore tout un autre aspect au voyage. Ça donne une autre dimension, j'imagine, à cette Oui, et de voir comment ces peuples arrivent à survivre dans ces environnements qui paraissent complètement hostiles, mais ils ont un mode de vie encore traditionnel, basé sur la chasse, la pêche. Et puis, comme je disais, il y a tout l'aspect histoire des grandes explorations, et notamment les tombes de l'exploration Franklin. Donc, l'Arctique canadien, il est très complet, je dirais. Voilà, il est vraiment multi-aspect. Et une dernière chose que je voulais signaler, c'est qu'on va lancer, et je parlais des partenariats que l'on a avec les communautés inuites, on lance pour l'été prochain un nouvel optionnel qui est la découverte de la gastronomie inuite. Donc, sur ces voyages de l'Arctique canadien, on va proposer, et ce sera comme finalement le kayak ou le camping, c'est une activité qu'on peut réserver en plus, des dîners à bord qui vont être cuisinés par un chef inuit qui sera à bord. Et on pourra découvrir, c'est un peu une cuisine inuit modernisée, mais à base d'ingrédients traditionnels. Ça peut être du gibier, ça peut être des champignons, des baies, des herbes de la toundra. Et bien entendu, ça vient avec des explications, avec un chef qui va expliquer les traditions qu'il y a derrière, la signification que ça a pour eux. Et on voulait que les passagers puissent encore plus découvrir cette culture qui est méconnue et cette gastronomie qu'on ne connaît pas du tout. Donc voilà, si vous voulez découvrir la cuisine inuite, ce sera possible à bord de l'Ultramarine l'été prochain. C'est magnifique. Ça fait rêver voilà. tout ça. Hein. Ben oui, maintenant, il n'y a plus qu'à. Ça fait rêver parce que c'est vraiment une expérience à part entière. Alors oui, tu vas nous parler justement des protocoles Covid. On sait qu'ils s'assouplissent en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour vos croisières d'expédition? Ben, je voulais terminer là-dessus. Donc là, comme je te disais, on a opéré notre première saison complète cet été en Arctique depuis le Covid. Cet été, on avait encore maintenu, ne sachant pas comment tout ça allait évoluer, des protocoles assez stricts. Comme tout se passe bien, on a décidé qu'à partir de la saison là qui arrive, à partir de la saison antarctique qui démarre début novembre, on va avoir des protocoles assouplis et ça nous fait plaisir aussi parce que ça va faciliter les choses pour tout le monde. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura plus de tests nécessaires pour embarquer. Donc pas de tests avant l'embarquement et plus de masques obligatoires à bord. Donc on va pouvoir revenir à une situation quasiment pré-Covid. La seule obligation qui demeure, et je le précise, c'est le vaccin. Donc, tous les passagers doivent être vaccinés contre la Covid-19 pour pouvoir embarquer parce qu'on va dans des régions qui sont extrêmement isolées. Donc, pour des raisons de sécurité, on veut que tout le monde ait un maximum de protection. Donc, vaccin demeure obligatoire, mais plus de masques et plus de tests. Voilà. Merci beaucoup, Laurence, pour cette présentation. Ça nous a fait rêver. On a appris plein de choses. On a découvert des zones inexplorées de notre planète. Beaucoup de gens disent d'ailleurs que ces voyages, ce sont les derniers voyages avant la Lune. Donc, mais c'est vraiment ce que je dis généralement, notamment de l'Antarctique. Pour moi, c'est ce qu'on peut faire de plus incroyable avant l'espace. Mais je pense que ce que tu nous as dit sur l'Arctique canadien notamment, c'est aussi une expérience folle et très méconnue. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, merci beaucoup pour ton temps, pour toutes ces explications. Non, avec grand plaisir. Pour avoir partagé des photos de toi en train de plonger, de faire un plongeon polaire et de camper sur l'Antarctique. C'est sympathique comme tout. Je rappelle notre offre. Pendant toute la durée de cette opération, c'est-à-dire jusqu'au 6 novembre prochain, vous pouvez profiter de $150 de crédit bord par personne offert
à utiliser au bar, au spa qu'on a pu découvrir sur les différents bateaux. À la boutique polaire, on n'en a pas dit deux mots, si tu veux nous Oui, je préciser. n'ai pas parlé de la boutique polaire. En fait, sur tous nos navires, on a une boutique polaire où on peut acheter d'une part des souvenirs, mais aussi du matériel d'expédition, enfin des vêtements outdoor, comme on dit, avec des belles marques qui sont présentes dans cette boutique. Et puis, il y a plein de petits souvenirs. Il y a des peluches pour les enfants. Il y a plein de choses. Donc, il y a beaucoup de choix et vous pourrez trouver de quoi faire de ces $150. Je n'en doute pas. On trouve toujours de quoi faire. C'est ça. Donc voilà, c'est jusqu'au 6 novembre en appelant Planète Croisière pour réserver un de ces itinéraires magnifiques que tu nous as présenté, Laurence. Notre prochain rendez-vous, c'est avec une compagnie toute jeune, c'est la compagnie Explora Journeys, qui va venir présenter ces magnifiques destinations, son bateau aussi d'exception. Je ne sais pas si tu les connais, Laurence, mais ça va être aussi un nouveau venu très attendu dans le monde de la croisière, avec des itinéraires exclusifs là aussi. Donc ça, ce sera au début novembre, le 6 novembre, c'est ça, je dis, le 3 novembre à 18h. Et avant cela, on aura peut-être une autre visioconférence, on vous tiendra informé, avec des influenceurs qui vont nous partager leur coup de cœur Costa. Donc ça, c'est une nouvelle expérience qu'on vous propose aussi. Alors, est-ce que Marine, tu veux bien nous redonner les coordonnées de l'agence Planète? Oui, bien sûr, si au cours de cette présentation, une croisière vous a intéressé ou si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez nous retrouver sur le site internet de l'agence en marquant tout simplement www.planète-croisière.com ou en appelant un de nos conseillers au 03 20 01 65 65 ou en contactant à l'adresse mail agence@planète-croisière.com. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ainsi qu'à vous inscrire sur la newsletter si besoin de plus d'informations. Voilà. Merci beaucoup Marine. Merci beaucoup Laurence. Continue de voyager. Tu as un chouette métier en fait. Hein, j'avoue, j'ai un chouette métier. Continue de voyager, continue de faire des photos et tu reviens nous partager ça une prochaine fois. On sera toujours heureux de t'accueillir et de voir les périples polaires que vous nous proposez. Merci à tous. À bientôt.